Aujourd'hui, nous avons fini la démarche qu'a entamée à Vassivière l'année dernière de créer l'outil politique des objecteurs de croissance. Alors, c'est un outil politique complexe, mais néanmoins, sur l'hypothèse de la recherche d'une troisième voie dans le domaine de la transformation ou de la rupture nécessaire avec le modèle de société capitaliste tel qu'il est. Et cette rupture, elle s'accompagne d'une hypothèse sur une troisième voie que celle qui nous est proposée. Alors, sachant que les deux voies sont celles de la social-démocratie, de l'accompagnement du système en cherchant à l'améliorer entre guillemets, une voie qui est largement en faillite, puisque le grain à moudre de la social-démocratie tend à diminuer au fur et à mesure que la crise écologique s'accentue. Et l'autre voie que nous remettons en cause, c'est celle de la voie protestataire, qui consiste à entretenir l'illusion qu'un jour, par les élections pour certains, ou par une insurrection majoritaire, nous arriverons du jour au lendemain, ou dans un processus court, à changer les grandes orientations et donc de changer complètement de modèle civilisationnel par une adhésion majoritaire d'une population, soit sous la voie insurrectionnelle, soit sous la voie électorale. Ça, ces deux voies-là, la voie d'accompagnement social-démocrate ou la voie du grand soir, pour nous, sont deux illusions. Ce qu'on développe, c'est une troisième voie où, justement, nous n'avons pas l'illusion dans un monde dominé, y compris dans les médias, tout ce qui transporte des idées est dominé par ceux qui oppriment, de pouvoir croire qu'on arrivera du jour au lendemain à convaincre. Donc nous pensons qu'il faut mettre en place, à côté de la définition d'un projet politique, un certain nombre d'alternatives concrètes. Ce qui se traduit par certains, apprendre à faire de la politique, c'est-à-dire à vivre le politique ensemble, à gérer la vie ensemble. Donc par la mise en place d'alternatives concrètes qui sont déjà une rupture elle-même du modèle existant. Par ailleurs, cette troisième voie s'accompagne à côté de cela de la mise en réseau des luttes et des actions que nous appelons des actions de contre-pouvoir. C'est-à-dire que d'une lutte, une lutte doit se transformer en une alternative, et cette alternative doit s'établir dans le temps pour pouvoir faire une proposition à la société, c'est-à-dire la société future se trouve en dissensus dans la société ancienne et se crée tout en s'opposant à la société ancienne. Donc c'est une voie où le changement de société est inscrit en précurseur dans les luttes, mais également dans les alternatives qui se mettent en place. Et cette troisième voie, je pense que l'écologie radicale, les objectifs de croissance et tous ceux qui tournent autour de ces notions-là sont en train de les explorer pour les inscrire dans leur projet politique. Mais quelle est la différence entre les ligues révolutionnaires et Eh les bien, objecteurs? actuellement, les alternatives concrètes qui sont par exemple la création de communautés qui mettent en place leur libre choix d'une autre vie sociale, d'une autre approche de la nature, ceux-là sont les embryons de la société future, et on doit tout faire pour que ces embryons vivent, survivent et se développent. Mais comment À titre d'exemplarité, mais à titre aussi reproductible et à titre d'éléments de résistance dans la société. Ils ne sont pas les seuls moyens. Je pense qu'à travers un certain nombre de luttes, par exemple, des luttes contre des modèles de transport, l'augmentation des transports, qui est quand même un problème lié aujourd'hui à l'augmentation du prix du carburant, réclamé alors que les villes ont été faites pour favoriser l'utilisation de la voiture, réclamer, mettre en place
obliger les municipalités à mettre en place des systèmes de déplacement collectif gratuit, et que ces systèmes de déplacement collectif gratuit soient mis sous le contrôle, sous la surveillance des usagers, nous paraît, ça ne remet pas en cause le modèle existant, mais c'est l'apparition d'embryons d'autonomie et de contre-pouvoirs qui sont précurseurs de ce que nous on appelle la maîtrise des usages par les usagers, c'est-à-dire de la société en devenir. Et la société en devenir, elle, par la maîtrise des usages par les usagers, non seulement elle remettra en cause l'utilisation des biens collectifs, le bien commun, mais également la façon de le produire. Et donc remettra en cause à la fois la nature du bien et comment il est produit. La nature de la production et la méthode de production. Et la méthode alors? Et la méthode de production étant un modèle économique qui abandonne salariat, monnaie et marchandises pour offrir gratuitement les biens communs essentiels. C'est-à-dire le distributisme? Oui, mais ce terme étant très mal connu, nous préférons employer le terme maîtrise des usages par les usagers et abandon de la monnaie. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs que nous travaillons avec les différentes mouvances distributistes. Ah non, c'est pas la même question que le rapport au pouvoir. Mais le rapport au pouvoir tel que tu le conçois, et après, comment vous allez décider des choses. Mais pour l'instant, le rapport au pouvoir dans ce mouvement. Alors, donc de ce que je viens de te dire, c'est sûr que ça pose le problème qu'aucun des mouvements politiques n'a résolu, à part et de façon abstraite la mouvance libertaire de la première période, c'est-à-dire le rapport est-ce que pour changer les choses, faut-il s'emparer du pouvoir? Et nous développons une autre hypothèse, que d'une part, s'emparer du pouvoir n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est déstabiliser le pouvoir des choses pour pouvoir rendre le pouvoir des êtres. Et en particulier, nous pensons que la prise de pouvoir institutionnel n'apporte rien si ça ne s'accompagne pas d'autonomie de ceux pour lesquels on travaille. En particulier, s'il n'y a pas d'autonomie décisionnelle dans la vie, dans le choix du mode de vie de ceux qui sont intéressés par le changement du mode de vie, quel est l'intérêt de s'emparer, entre guillemets, ou de conquérir, ou d'avoir une majorité de gestionnaires, de gestion du pouvoir? Ça, nous remettons en cause totalement cette notion-là. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas question pour nous de nous engager de façon électorale ou insurrectionnelle dans une prise de pouvoir. Il s'agit pour nous de déstructurer le pouvoir pour que les collectivités, les individus à travers le collectif, retrouvent la maîtrise de leur pouvoir de décision. Et cette déstabilisation se fait par l'économie, parce que les choses, c'est des produits. Donc, c'est par le biais économique que vous faites cette démarche. Alors, une grande partie sont du domaine économique, une autre partie peut être du domaine du cadre de vie, d'un certain nombre de la consommation, de revendications non économique. Bon, sinon économique veut dire qu'il n'est pas directement productif de valeur. On peut très bien avoir une volonté de gérer sa propre vie, par exemple, en vouloir en préserver, cette nécessaire symbiose, nécessité de conserver un écosystème viable. Et l'écosystème viable, c'est par exemple empêcher l'appropriation de l'eau pour des usages qui ne sont pas utiles, de ne pas détruire sans arrêt par l'expansion urbaine le milieu
naturel ou le milieu agricole nécessaire pour la production de proximité, c'est économique par rebond, mais ce n'est pas directement la production économique. C'est conserver et ménager le territoire de façon que ce territoire puisse conserver cette autonomie énergétique de production nécessaire à ce que la vie soit possible sans la déléguer à d'autres. Et ça, cet aspect-là, alors, pour répondre à ton autre question, nous souhaitons l'intégrer, y compris dans notre mode de fonctionnement. Si nous pensons qu'il faut qu'il naisse dans la société dès aujourd'hui, sans attendre que nous ayons une prise de pouvoir quelconque, il faut également que dans le mouvement concret, ça existe. Et pas, en particulier, nous sommes favorables à la notion de réseau et non pas à la notion de parti, parce que la notion de parti institutionnalise un rapport de force hiérarchique dans la société, alors que la notion de réseau remet en collaboration, en coopération, différentes approches qui décident de coopérer ensemble pour arriver à une fin commune. Il n'y a plus cette fonction de pouvoir que s'octroie une fraction du mouvement qui s'intitule parti. Nous remettons en cause cette notion de parti parce qu'elle est l'expression, y compris dans ceux qui refutent le pouvoir, l'expression du pouvoir dans ceux qui la refutent. Et donc nous voulons qu'il y ait l'horizontalité et la coopération dans la décision. Et donc nous créons un mouvement réseau au niveau international et un mouvement réseau au niveau national avec une plateforme qui permette à des associations dont les buts participent à l'objectif de croissance de travailler en même temps avec d'autres associations qui travaillent dans d'autres domaines dont les buts participent à l'objectif de croissance, mais y compris avec ceux qui développent un projet politique, qu'il soit électoral ou non. Et donc il y a une égalité de fonctions entre les uns et les autres, et ça c'est introduit par la fonction de réseau. Alors après la prise de décision, évidemment dans un tel contexte, elle ne peut pas se faire à la majorité, puisqu'il y a différentes origines. Donc elle doit se faire forcément sur un type un modèle consensuel, c'est-à-dire où on arrive sur la base d'une plateforme commune à des positionnements qui respectent l'identité et les choix, y compris dans les objectifs des uns et des autres. Donc, et les propositions originales elles peuvent venir, naissent sans cesse dans tous les domaines. Elles peuvent venir, et là il n'y a pas de priorité hiérarchique. La proposition originale de la lutte commune, elle peut venir d'une association et elle est reprise par l'ensemble des autres. Elle peut revenir d'un petit groupe qui a eu une réflexion politique sur quel modèle il faudrait d'organisation de la société dans tel ou tel champ. Mm-hmm. Et alors qu'elle peut aussi venir, je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte, on l'a vu aux dernières élections municipales, mm-hmm. que les citoyens sont bien capables de s'organiser en dehors des partis politiques. Les citoyens, disons, les militants et le mouvement social s'organisent aujourd'hui dans le domaine politique sans avoir besoin de passer par le filtre d'un parti politique qui déterminerait une stratégie par rapport, par exemple, à un processus électoral des élections municipales. Donc pourquoi toujours hiérarchiser, attendre Mais le mouvement aujourd'hui correspond à la situation économique et politique dans le monde, parce que dans le monde entier, le pouvoir est dans les mains des financiers et de l'économie, donc et beaucoup plus dans les mains des financiers et des banquiers. Et dans ces conditions, c'est logique que les politiques et les partis politiques disparaissent, parce que c'est clair que le politique n'a pas d'influence sur les décisions, vu que les politiques ne peuvent servir que le capitalisme financier. Alors, je vais légèrement rectifier ce que tu dis. C'est pas la politique ni les politiques qui ont pas l'influence, c'est les institutions politiques.
les pardon. institutions Oui, c'est ça. politiques qui ont été mises en place au XIXe siècle, aujourd'hui, sont largement dépassées par les modèles d'organisation du capitalisme qui est transfrontalier, qui est capable qui a choisi la division du monde en secteurs de production. Et effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une faillite totale de l'hypothèse social-démocrate, dans la mesure où l'hypothèse social-démocrate s'appuyait sur les États-nations et pensait pouvoir, à travers les États-nations, c'est-à-dire l'État-providence, compenser ce qu'ils eux-mêmes ne remettaient pas en cause, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production, le salariat. On pensait redistribuer de façon compensatoire un certain nombre de profits, une certaine partie des profits, pour compenser l'aspect destructeur du modèle. Aujourd'hui, le capitalisme a transgressé ces frontières, y compris cette redistribution qui lui semblait nécessaire pour pouvoir s'aliéner une clientèle de consommateurs. Aujourd'hui, ils vont chercher ailleurs les producteurs pour s'adresser à un certain nombre de consommateurs. Et comme de toute façon les ressources de la planète sont limitées, eh bien ils font des choix dans leur intérêt qui ne tient pas compte de l'intérêt des peuples qu'ils vont soit exploiter, soit suralimenter. Et donc, le mouvement des objecteurs de croissance n'attend rien de l'État. Alors, nous pensons que les institutions étatiques, aujourd'hui, ne peuvent pas, telles qu'elles existent aujourd'hui, ne peuvent pas résoudre les problèmes les nécessités de la société, ça c'est certain. Je pense que nous sommes plus dans une réflexion sur une autre gestion du monde qui tienne beaucoup plus compte des particularismes et des pratiques culturelles, des pratiques d'usage, voire des modes de vie qui sont beaucoup plus à ramener. Donc oui, effectivement. Mais comment vous allez faire pour faire de la construction, par exemple, différente? Comment vous allez faire Ce qui n'empêche, évidemment, que pour pouvoir conforter l'expérimentation sociale, il nous faut des lois ou des systèmes juridiques et réglementaires qui ne soient pas en but, auxquels ces expérimentations ne soient pas perpétuellement en but. Donc, il nous faut obtenir, par la pression des contre-pouvoirs, des changements réglementaires, donc des lois, le changement dans les lois, qui permettent l'expérimentation sociale. Donc, mais il ne s'agit pas pour cela, il n'est pas nécessaire pour cela de vouloir conquérir l'État qui n'est en fait qu'un instrument de stabilisation du modèle social existant. Donc il s'agit simplement d'obtenir de cet État qu'il autorise, qu'il permette, qu'il laisse une marge de manœuvre à l'expérimentation sociale. Il s'agit d'élargir le champ de possibilités des alternatives dans la société, quel que soit dans l'état actuel, quelle que soit la nature de l'État. Mais comment tu peux obtenir des contre-pouvoirs? Donc, c'est par quelle lutte tu peux... Les contre-pouvoirs s'obtiennent parce que les luttes se mettent en place quand la situation devient intolérable. On l'a bien vu en Argentine. Quand la situation financière devient intolérable, les gens, pour survivre, pour vivre, pour répondre à leur mode de vie, créent par exemple des monnaies alternatives, des activités alternatives, du travail informel, c'est-à-dire du travail, ce que nous on appellerait en France le travail au noir, qui permettent aux gens de maîtriser leurs usages et leurs besoins. Donc cette monnaie créée doit pouvoir, si on est dans une stratégie de contre-pouvoir, devenir non pas l'exception, mais une possibilité transmissible. Et doit pouvoir cohabiter avec
le modèle existant. Cohabiter, non pas pour l'améliorer, mais pour être en résistance. Et pour, comme tu as dit à la réunion, travailler jusqu'à ce que ça prenne de poids et devient essentiel. Voilà. À la fois l'aspect conquête de l'autonomie, apprendre à ceux qui souffrent qu'ils peuvent se battre, plus à côté des expérimentations de vie différentes, de gestion de la vie différente, qui montrent qu'on peut vivre, cela cumulé donne dans la société un poids humain, un poids politique, un poids décisionnaire suffisant pour éventuellement, et si des propositions sont faites, en ce sens par ceux qui sont dans les contre-pouvoirs, pour éventuellement obtenir des changements fondamentaux. Et en cas de crise, je dirais, de crise écologique grave, de crise sociale grave, comme on peut le prévoir dans les prochaines périodes, ça permet d'avoir des propositions d'alternatives qui ne soient pas des propositions imposées parce que la crise arrive soudainement sans y avoir été préparé, mais des propositions dont on a fait l'expérimentation par l'autonomie de ceux qui les ont mis en place, qu'il y avait des possibilités démocratiques, autogérées, d'alternatives. Et là, on sort du risque qui nous est présenté souvent avec la crise du pétrole, avec la crise climatique, avec la crise des énergies, avec la crise des ressources, d'avoir une société d'une sorte de dictature écologiste, mais je ne dirais pas une dictature plutôt environnementale qui oblige à des restrictions. Pour éviter la restriction et la misère, il faut organiser la maîtrise de ce qu'on a, de la réalité de nos besoins. Et ces réseaux que vous organisez, est-ce qu'il y aura des gens qui communiqueront pas seulement par Internet, mais il y aura des groupes qui iront expliquer ou échanger de l'expérience? Comment faire? Il y a déjà de nombreux groupes locaux d'objecteurs de croissance, nombreux. Il y a d'une part, et d'autre part, il y a déjà de nombreuses expérimentations, de nombreux réseaux qui, s'ils fonctionnent par Internet, sont sur le terrain de l'habitat, de la consommation, c'est-à-dire de l'autonomie alimentaire, qui sont déjà sur le terrain de l'autonomie énergétique, puisqu'il y a moult réseaux d'utilisation des énergies alternatives qui se mettent en place sans se référer à EDF, GDF. Au contraire, nous pensons que, y compris dans le domaine énergétique, il faut que ça parte non pas d'une centralisation, mais d'une décentralisation. Il y a déjà beaucoup de réseaux actifs, concrets. Bon. Et pour les jeunes gens des banlieues, quelle alternative pour eux pour sortir de se soutenir les murs jour et nuit? Aujourd'hui, il faut sortir. Je crois que la ville, telle qu'elle a été construite, n'a été construite que pour répondre aux besoins d'un capitalisme fordisme qui avait besoin d'une main-d'œuvre peu qualifiée et en abondance autour d'un centre d'usine. Tout cela, ce modèle-là, a conduit à un modèle d'urbanisme qui était concentrationnaire. Ce modèle concentrationnaire a été validé par toutes les municipalités de gauche qui pensaient grâce à ça se faire une clientèle de stabilité de leur électorat, puisque leur électorat, ils le concentraient dans leur ville. Mais ils n'avaient pas le choix, c'était ça le principe d'évolution de toute façon. C'était le principe du système fordiste des usines qui avaient besoin de beaucoup de... Les grandes cités du 93 ont été faites exclusivement pour loger à bas prix les travailleurs des usines Citroën ou les usines de camions, enfin toutes les usines de la métallurgie automobile. Oui, mais maintenant, on ne fait même pas ça. Et maintenant, il y a combien de millions de domiciles fixes? Maintenant,
ces voitures sont faites ailleurs. Et donc, il n'y a plus nécessité pour le système de continuer à construire ce type de logement. Donc, ils ne construisent plus de logements sociaux, ce qu'ils appelaient logements sociaux. Mais le modèle urbanistique reste, sauf que ce modèle urbanistique, il n'a plus de réalité, il ne correspond plus à une nécessité. Et qu'est-ce qu'on fait Donc, alors, le mouvement aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est revenir sur ce modèle. D'abord, c'est un modèle qui, économiquement, n'est pas viable, dans la mesure où les gens sont totalement dépendants du salariat qu'on avait, de la petite frange du profit qu'on voulait bien leur redistribuer, donc par le salariat ou par un certain nombre d'avantages sociaux qui aujourd'hui on ne va plus leur redistribuer, puisque le salariat, il va se dépenser dans les pays à main-d'œuvre moins chère. Donc ce modèle urbanistique qui est absolument non autonome, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y survivre sans être sous la dépendance d'une activité salariée, il est non viable. Donc un modèle urbanistique non viable, il ne s'agit pas de le repeindre, il s'agit de le détruire. Le modèle urbanistique du capitalisme de la fin du XXe siècle, ce modèle doit être détruit. Et alors, est-ce que le mouvement des objecteurs de croissance proposera un autre modèle? Un autre modèle de ville où il est possible d'être en autonomie au niveau de ses besoins et de ses usages, et que cette autonomie se fasse par des activités qui ne servent pas en fait à accroître les profits des actionnaires, mais répondre aux besoins naturels et les usages tout à fait quotidiens, et y compris culturels, mais des usages décidés ensemble par les habitants de ces villes. Oui, mais comment tu vas aujourd'hui, beaucoup de zones françaises sont aujourd'hui de véritables déserts au niveau des populations, ont été vidées de leur population pour les concentrer dans les villes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir un autre maillage du territoire et sortir des grandes villes pour reconstruire un maillage qui permette l'autonomie des gens qui vivent dans ces villes. L'autonomie, ça passe par la capacité de s'alimenter dans un rayon sans avoir une dépendance vis-à-vis du grand commerce, de pouvoir répondre à ses besoins en éléments essentiels, par exemple l'habillement, le chauffage, le toit, etc., sans avoir besoin d'être dépendant D'accord, voilà. Mais tout ça, c'est bien en théorie, mais pratiquement, c'est très compliqué. Pratiquement, ça se réalise aujourd'hui, mais à titre expérimental et à titre en résistance, parce que le modèle économique qu'on nous impose ne veut pas l'autonomie des gens. Donc aujourd'hui, il y a déjà des lieux en France où se mettent en place des habitats autogérés, des lieux de résistance sociale où les gens, de façon autonome, occupent l'espace principalement rural ou à la périphérie des villes, ou même dans les villes, pour recréer des lieux où on puisse échanger et construire la réalisation de ses besoins de façon autonome. C'est le phénomène des cabanes, c'est le phénomène de certains squats, c'est le phénomène de réappropriation de terres cultivables par des paysans sans terre, etc. Et moi, je vais aller bosser là. Allez.